Quand on parle d'ACG en Tunisie en matière de stimulation, et qui dit ACG dit HPHMG et dit ménopure. Et qui dit ménopure aussi dit PCOS, ovaire polykystique, syndrome d'hyperstimulation, mais aussi les mauvaises répondeuses. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on peut donner le ménopure à tout venant? Peu importe les critères de Poséidon, peu importe les origines et peu importe la race. Les deux points clés de la reproduction, c'est l'apoptose et la sélection. En fait, juste pour rappeler que depuis la naissance jusqu'à la ménopause, la fertilité subit une décroissance grâce à un phénomène majeur qui est l'apoptose. Et devant cette apoptose, on oublie un peu la sélection, alors que l'apoptose est le résultat d'une sélection dans un cycle naturel qui est à l'origine d'un follicule dominant et donc d'une ovulation. Je vais commencer par rappeler que pour le recrutement et la sélection, qui sont les points forts de la stimulation ovarienne, c'est la FSH qui est à l'origine du recrutement et la LH qui est à l'origine de la sélection. Donc là, voilà. Donc sur le plan physiopathologique, quand on a une sécrétion de la GnRH d'origine hypothalamique, on a une sécrétion de la FSH, et là, on a la croissance de la FSH jusqu'à un point où on arrive à avoir une petite dépression due à l'augmentation de l'oestrogène, alors que la LH continue son chemin et à monter. Et ce point-là qu'il faut prendre en considération dans tout ce que je vais dire par la suite. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a une sécrétion dans un cycle naturel, une sécrétion infime de ACG, mais on remarque une ascension de l'ACG concomitante à l'ascension de la LH, et ce qui a été suggéré que le tiers de la sécrétion LH provient finalement de la sécrétion ACG dans un cycle naturel. Comment est-ce possible? En fait, il faut savoir que la LH et la CG s'accordent dans le même site sur le récepteur ALH, la LH-CGR, et ils ont une finalité et sur le plan biologique un peu différente. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la LH a une demi-vie courte de 1 heure, par contre la CG a une demi-vie qui est plus prolongée de 5 heures. Donc tout ça est bien beau. Donc FSH, LH, ACG, qu'en est-il sur le plan thérapeutique? Donc il y a plusieurs molécules qui sont proposées sur le marché, et je vais commencer par présenter la LH recombinante par la présentation de 4 études majeures. Il y en a tellement, mais on a choisi juste uniquement 4. La première étude, l'étude de mars en 2003, sur un protocole agoniste lent, on a comparé la FSH recombinante à la LH recombinante ajoutée au 6e jour du cycle, comparé à FSH alone, et le point clé était le nombre d'ovocytes recueillis. La deuxième étude, c'était en 2015, sur un protocole antagoniste. On a comparé aussi la FSH recombinante associée à la LH recombinante au 6e jour du cycle, comparé à FSH alone aussi, et le point clé était le taux de naissance vivante. La troisième étude, sur un protocole agoniste, on a comparé et la FSH associée à la LH au 6e jour, mais cette fois-ci, on l'a comparé à FSH LH rajouté dès le premier jour de la simulation, et le endpoint était le nombre d'ovocytes recueillis. La dernière étude sur des mauvaises répondeuses, sur un protocole agoniste, ils ont comparé FSH alone à FSH LH associé, et le endpoint était le nombre d'ovocytes recueillis. Toutes ces études ont montré qu'il n'y a pas de différence significative en matière et le nombre d'ovocytes recueillis, mais aussi le taux de naissance
vivantes. Qu'en est-il de l'HP-HMG? Donc là, je vais présenter 5 études. La première étude, c'est l'étude ESSEG sur un protocole lent agoniste. On a comparé l'HP-HMG à 225 unités et la même dose avec la FSH recombinante, et le endpoint était le taux de grossesse évolutive. La deuxième étude de 2006, l'étude MERIT, sur un protocole agoniste lent, on a comparé l'HP-HMG à 225 unités et avec la même dose FSH recombinante, et le endpoint était aussi le taux de grossesse évolutive. La troisième étude de Bosch en 2008 sur un protocole antagoniste, on a comparé avec les mêmes doses de 225 unités, l'HP-HMG avec la FSH alone, et toujours la même finalité, le endpoint et le taux de grossesse évolutive. La quatrième étude, c'est MEGA7 de 2012, qui a comparé l'HP-HMG chez les normorépandeuses à dose de 150 unités, avec la FSH recombinante à la même dose, et le endpoint était le taux de grossesse évolutive. La dernière étude MEGA7HR, chez les hyper-répandeuses, on a comparé l'HP-HMG à des doses de 150 unités et la FSH recombinante, et le endpoint était le taux de grossesse évolutive et sur un transfert frais. Qu'en est-il des résultats? Toutes ces études ont montré qu'il n'y a pas de supériorité de l'un ou de l'autre par rapport au taux de grossesse évolutive. Par contre, on a montré qu'il y a plus d'ovocytes recueillis en faveur de la FSH dans toutes les études, donc en faveur de la FSH recombinante. Malgré ça, sur le plan taux de grossesse, taux de naissance vivante, il n'y a pas de différence significative par rapport aux deux produits, même si on voit sur le plan numérique plus de taux de grossesse avec l'HP-HMG, mais la finalité est la même aussi, il n'y a pas de différence significative. Qu'en est-il de l'HP-HMG versus FSH recombinante, LH recombinante? Donc là, sur le plan littérature, on a trouvé que 2 études. La première étude, c'est en 2010, c'est l'étude Paccarotti, et la deuxième étude en 2021, Kirschenbaum, qui ont, dans les 2 études, évalué le nombre d'ovocytes recueillis et le taux de grossesse évolutive. Et donc, dans ces 2 études, c'est vrai que sur le plan d'ovocytes recueillis, on a plus d'ovocytes recueillis par rapport en faveur de la FSH recombinante, mais sur le plan statistique, il n'y a pas de significativité. Et sur le plan taux de grossesse évolutive, donc c'est vrai que le nombre y est moindre avec la FSH recombinante, mais il n'y a toujours pas de différence significative par rapport à ça. Donc, l'ACG, la question qu'on se pose, quand est-ce qu'on peut commencer l'ACG? En début de stimulation ou bien on peut la rajouter au 6e, 7e jour? Donc là, je reviens vers l'étude MERIT qui a comparé l'HP-HMG avec des doses de 225 unités. Il n'y avait pas de réajustement des doses avant le 6e jour. Donc s'il y avait un réajustement, ça a été fait au-delà du 6e jour. Et ils ont fait un prélèvement sanguin de l'ACG et ça a été montré que plus le taux d'ACG est élevé dans le sang, plus ça a été corrélé avec un taux de grossesse évolutive élevé. Mis à part ça, dans l'étude aussi, ils ont donné des doses d'ACG différentes et ils ont montré qu'il y a une ascension en fonction du taux d'ACG. Arrivé au 6e jour, on arrive à un plateau. Donc la conclusion était que l'ACG, de préférence, il est préférable de le donner dès le début de la stimulation, AG1 de stimulation. Donc, avant de conclure, j'ai quand même préféré
parler de l'homogénéité des lots, HPHMG versus FSH recombinante, batch de batch. Et là, il y a une étude en 2005 qui a conclu à ce qu'il y a une stabilité du produit et c'est une bioéquivalence établie entre les deux produits. En conclusion, donc, pour stimuler et pour le choix de la stimulation ovarienne, il est toujours judicieux de noter que la sélection et l'apoptose sont les points clés et majeurs de cette stimulation et que la sélection dépend de l'activation du récepteur ALH, le LH-CGR. Les études ne montrent pas de différence significative par rapport le produit par rapport à l'autre, l'HPHMG versus l'FSH recombinante sur le plan de taux de grossesse évolutive. Et il est préférable, bien évidemment, de débuter l'HPHMG à J1 du cycle. Merci. Merci, docteur Toumi, pardon. Docteur Toumi, c'est un lapsus. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de questions. Et une petite question, alors. Merci pour ta brillante exposé plutôt. Et il y a Philippe Cori, l'Italien, il est venu il y a 10 ans à peu près, Philippe Cori, il donnait un supplément d'ACG dès le début de la simulation. Il a obtenu de bons résultats. Puis, depuis... De toute façon, en Tunisie, il n'y a pas d'ACG. Hein. Simple, oui. Il n'y a pas d'ACG. Il y a des boîtes de 10 000, il y a des boîtes de 5 000. Et c'est pas... On ne les trouve pas... Donc, on peut pas transposer ce que vous avez dit dans la vie de tous les jours. Oui, mais c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est que le seul produit commercialisé en Tunisie contenant l'ACG, c'est bien le Ménopur. Et donc, le Ménopur, l'HPHMG, c'est ce qui est commercialisé en Tunisie. Donc, le Ménopur, il contient 75 unités d'FSH, 10 unités à peu près de LH et 12 unités d'ACG. Donc, c'est le seul produit qui est commercialisé en Tunisie contenant l'ACG. Si que vous peut-être faisiez allusion à l'étude de Philippe Cori qui, plutôt qu'en début de STIM, arrêtait les gonadotrophines et de faibles doses d'HCG pendant la fin de la phase folliculaire. Je pense que c'est pour des questions de commodité, parce que c'est vrai que ça a été reproduit. Ce n'est pas facile de donner 150 à 200 unités d'HCG au long cours. Je crois que si Mahmoud l'a essayé un certain temps, je ne sais pas s'il est là, il peut nous le confirmer. Et ça s'est arrêté là, je pense que pour des problèmes essentiellement pratiques. Bon, habituellement, pas de questions. Donc, si oui, merci pour ta présentation. شفت في الكور باللي tu nous as rappelé l'allure de la sécrétion des gonadotrophines au cours des cycles naturels. هكا ولا لا؟ فما حاجة qui m'a choqué. قلت لنا اللي il y a une sécrétion physiologique d'ACG au cours du cycle menstruel وتكبر شوية en pré-ovulatoire. هكا ولا لا؟ منين تجي l'ACG au cours La tige pituitaire, c'est une sécrétion... c'est de la tige pituitaire, la tige pituitaire, l'hypophyse antérieure. On nous a jamais parlé de ça, sur le plan école médicale. Il ne provient que de tessier trophoblastique. Mais c'est très infime comme production d'ACG, hein, donc c'est pas une ACG très très importante, c'est une sécrétion infime et déjà il y a juste une réascension parallèle à celle de LH avant l'ovulation. C'est ce qui a suggéré à cette équipe que l'ACG intervient dans la sélection et l'amélioration de l'élévation de la LH. Donc, c'est un peu concomitant, oui. L'hypophyse antérieure, en 2022, on a identifié que l'hypophyse antérieure sécrète une gonadotrophine appelée ACG. Mais parce que c'est... Oui. C'est une action ACG à partir des... Les récepteurs de la LH et le récepteur de l'ACG sont les mêmes. C'est pour ça que l'ACG, quand on la donne, elle réagit comme LH-like.
Et il n'y a pas d'ACG, LH activity. à ce qu'on sache, sans qu'il n'y ait pas de début de grossesse. En 2010, il y a une étude à Azitrian qui parlait de ça, mais c'est des doses très, très infimes. Donc, la courbe a été déjà extraite de cet article. À vérifier. Salor, Oui. on te remercie pour Merci. ta brillante présentation. Et attends, là, c'est une question judicieuse. D'accord, on va chercher et on vous donnera la réponse à l'ESTJ l'année prochaine. Donc on passe à la dernière session qui contient 5 présentations. La première sera assurée par Dr Mehdi Khila, Endometrial Preparation for Fresh Embryo Transfer, HRT versus Natural Cycle. Dr Khila pourra enchaîner la deuxième communication sur l'Evidence-Based Management of Endometrioma, What has changed, et après on lui posera les questions sur les 2 présentations. Donc vous êtes pris pour noter les questions pour la première présentation puisqu'il enchaînera les 2 de suite. Tfadal Mehdi. Merci, Dr Thérèse. Je voudrais d'abord commencer par remercier le comité d'organisation de la STGO de m'avoir associé à cette belle manifestation. Et je vais commencer par rapporter donc, la communication de Christian Becker sur ce qui est nouveau, sur les nouvelles recommandations de l'endométriose de l'ESHRE de 2022. Donc, qu'est-ce qui est nouveau par rapport à 2013 ? Alors, vous savez, il y a les recommandations d'abord de l'ESHRE de 2005 de l'endométriose qui ont été suivies par les recommandations de 2013 publiées en 2014. Et dans la dernière ESHRE 2022, il y a eu une nouvelle mise à jour de l'endométriose, sur l'endométriose. Alors, ce qu'il y a de nouveau, d'abord en matière de diagnostic, donc ce qui est nouveau, c'est que la laparoscopie n'est plus obligatoire pour poser un diagnostic d'endométriose. Alors, en 2005, la recommandation disait qu'il fallait obligatoirement passer par la cystoscopie pour poser un diagnostic d'endométriose définitive. Depuis en 2013, ça n'a pas changé, ils ont gardé les mêmes recommandations. Mais par la suite, vu l'apparition de plusieurs publications, notamment sur l'échographie endovaginale, sur la fiabilité de l'IRM, surtout en matière de détection de l'endométriose ovarienne et de l'endométriose profonde, les recommandations en 2022, ils ont changé. Bon, même si en matière d'endométriose superficielle, l'imagerie n'est pas aussi performante comme pour les kystes endométriosiques, tout de même, on a donné plus de place à l'imagerie et on n'est plus obligé de passer par la case laparoscopie pour poser le diagnostic d'endométriose. Et ce qui est recommandé actuellement, c'est de passer bien sûr par l'imagerie, l'ultrasonographie, l'IRM, et qui permet de poser, dans certains cas d'image typique, le diagnostic d'endométriose. Toutefois, vu que l'imagerie n'est pas un examen parfait, donc en cas de tableau clinique évident ou bien très évocateur d'endométriose, et si l'imagerie est négative, on peut quand même proposer une laparoscopie à visée cette fois diagnostique, mais aussi si on fait une laparoscopie, il faut qu'elle soit thérapeutique. Donc, on commence par un premier scénario. C'est une patiente de 25 ans qui ne cherche pas à concevoir. Elle a essentiellement des douleurs. Et je rappelle que le tableau clinique de l'endométriose, il est basé essentiellement sur les signes cliniques de douleur, les 5D, la dysménorrhée, la dysparunie, les dysuries, les dyschésies, les douleurs pelviennes, associées à cela l'infertilité et tout ce qui est des douleurs à type cyclique qui surviennent au moment des règles. Donc, dans ce cas, il faut penser à l'endométriose. Et on commencera bien sûr les examens d'imagerie, en premier lieu l'échographie endovaginale et éventuellement pour accéder par l'IRM. Donc la patiente se plaint de douleur, elle ne cherche pas à concevoir, et là, pour le traitement, on pourra proposer ou bien un traitement antalgique ou bien un traitement hormonal, et dans certains cas, on pourra aussi proposer de la chirurgie. Ça, ce sera discuté au cas par cas avec la patiente, avec ses conditions, et avec les préférences. Pour le traitement médical, donc on commencera par un blocage des règles soit par de la progestérone, soit par de la pilule ostroprogestative. On peut utiliser aussi les Mirena. En deuxième lieu, on pourra utiliser les agonistes essentiellement de la GnRH. Bon, après, va se poser le problème de la durée. Quelle durée? D'accord. Et de plus en plus, il y a des études qui ont montré aussi que les anti-aromatases sont aussi utiles pour diminuer les douleurs
en bloquant donc, les ovaires et en diminuant le taux d'œstradiol. Pour la chirurgie, on en parlera tout à l'heure. Alors, pour le traitement hormonal périopératoire, ce qui est nouveau, c'est que la nouvelle recommandation actuellement en 2022, on dit bon, il est recommandé d'utiliser le traitement hormonal en périopératoire, notamment en post-opératoire, dans un but de diminuer essentiellement les douleurs post-opératoires. Ce qui est différent par rapport aux recommandations de 2013, c'est qu'en 2013, en fait, il n'était pas recommandé de faire un traitement court parce que les études à l'époque n'étaient pas concluantes quant à la diminution des douleurs ou de la récidive pour un traitement court. Et les études avec des traitements lents, c'était elles qui ont montré vraiment un réel avantage. Donc, pour le traitement préopératoire en 2013, ce n'est pas recommandé. Les traitements courts n'étaient pas recommandés et ce qui était recommandé, c'était les traitements lents de plus de 6 mois. Alors, les nouvelles recommandations, et vu l'apparition de nouveaux papiers qui ont montré quand même que des traitements courts de 3 à 6 mois pouvaient diminuer les douleurs en post-opératoire, surtout les douleurs des règles, les dysménorrhées. Et donc, actuellement, il est aussi recommandé, on peut proposer à la patiente de lui donner en post-opératoire immédiat un traitement hormonal pour bloquer les règles, qui peut être pas forcément de plus de 6 mois. On peut aussi, bien sûr, proposer les traitements classiques, les blocages de plus de 6 mois pour diminuer les taux les douleurs, mais aussi les récidives, notamment du kyste endométriosique. Ça, c'est pour les patientes qui ne cherchent pas à avoir des grossesses, pas pour les tableaux d'infertilité. Donc, la nouvelle recommandation, les femmes, on peut leur proposer des traitements pour améliorer la douleur post-opératoire, que ce soit un traitement court de 3 à 6 mois ou bien un traitement prolongé. Pour la chirurgie, bon, le débat, il est ancien, il est lent et il va durer encore. Alors, il y a assez de preuves scientifiques pour dire que l'excision des lésions de façon générale, elle est meilleure que la destruction des lésions d'endométriose. Les preuves scientifiques et les études, bon, avant 2013, les recommandations n'étaient pas tranchées, vu les preuves scientifiques à l'époque. Donc on disait que probablement c'est pareil, détruire les lésions ou bien exciser, c'est-à-dire enlever totalement la lésion d'endométriose, donnait à peu près le même résultat. Bon, par la suite, il y a eu des études, notamment sur les kystes endométriosiques, qui ont montré que quand on enlevait totalement le kyste, il y avait moins de récidives. Après, sur les lésions superficielles, on a moins de preuves. Bon, il y a deux méta-analyses récentes qui sont apparues. La première en 2017, ça c'est concernant les lésions superficielles et concernant la douleur. Ils ont comparé les douleurs en post-opératoire chez des patients chez qui on a enlevé les lésions d'endométriose superficielle et chez d'autres, on a juste électrocoagulé, on a détruit. Bon, la méta-analyse de 2017 l'a montré qu'il y avait significativement moins de douleur quand on enlevait les lésions. Et par contre, on ne retrouvait pas ce même résultat dans la méta-analyse de Burks en 2021. Donc, globalement, ça tend vers l'excision, surtout pour les kystes. Pour les lésions superficielles, c'est encore à débattre. Donc, la recommandation est la suivante. Quand on fait de la chirurgie, les gynécologues ou les chirurgiens devraient plutôt exciser, c'est-à-dire enlever les lésions d'endométriose plutôt que le détruire, par exemple par électrocoagulation. Et ça pour diminuer la douleur post-opératoire. Donc, je reviens donc, au scénario 1. Pour la patiente chez qui a une douleur, qui se plaint de douleur, qui ne cherche pas à concevoir, si on lui propose de la chirurgie, si on fait de la chirurgie, on trouve des lésions superficielles, dans tous les cas superficielles ou kyste endométriosique ou autres, on va préférer l'excision des lésions, même si l'avantage n'est pas clair pour les lésions superficielles, il est plus clair pour le kyste ovarien, donc il vaut mieux préférer une kystectomie plutôt qu'une électrocoagulation de la paroi du kyste. Bien sûr, cette kystectomie n'est pas facile, elle est délicate, il faut faire attention, c'est une kystectomie qui va diminuer la réserve ovarienne de la patiente, il ne faut pas la faire n'importe comment. Donc il faut aussi poser l'indication d'aller enlever le kyste. Et s'il y a de l'endométriose profonde, notamment digestive, bon, ça c'est de préférence à référer à des centres de référents et à travailler avec des gens qui font de la chirurgie
viscérale, par exemple. Pour tout ce qui est PMA, alors, ce qui est nouveau par rapport à 2013, c'est en fait, il n'y a plus cette indication de faire les cycles ultra lents. Nous sommes habitués à faire en cas d'endométriose des blocages lents, à peu près de 3 à 6 mois, généralement par de la GnRH ou bien par de la pilule, qui, pour nous, et en vue des études anciennes, on avait des arguments en faveur de l'augmentation de taux d'implantation et de grossesse quand on faisait ces blocages lents, et ça a augmenté le taux d'implantation 2,5 fois jusqu'à 4 fois la normale. Et ça, attends, comment on revient? Tac, tac. Et ça, c'est dans la revue de Salem, méta-analyse Cochrane de Salem de 2006, qui a montré ce résultat. Bon. Plus récemment, la méta-analyse Cochrane, qui a été publiée en 2019, ne retrouve plus cet effet bénéfique du blocage ultra lent de 3 à 6 mois par l'agoniste de la GnRH. Et donc, le comité de l'Échereux ne recommande plus de faire ces blocages ultra lents avant de réaliser une FIV-ICSI chez les patientes qui ont de l'endométriose. Vous voyez, donc la méta-analyse, elle a montré un taux de grossesse qui est pareil, que ce soit dans le bras, donc clinical pregnancy rate, c'est la même chose, que ce soit sans blocage ou blocage prolongé. Et en live birth rate, il y avait carrément un meilleur taux de naissance vivante chez les patientes chez qui on n'a pas fait le blocage prolongé. Et donc, le bénéfice, il est actuellement pas clair, donc le groupe de travail ne recommande plus ce blocage ultra-long de façon systématique, en tout cas. Donc, scénario 2, c'est une patiente qui consulte pour infertilité, et là, ce qu'on va proposer chez la patiente, c'est ou bien de passer en chirurgie, ou bien en PMA. D'accord ? Pour les patientes qui consultent pour infertilité, il n'y a pas de place à les traiter par un traitement hormonal. Le traitement hormonal ne fait que retarder la grossesse. Donc, la chirurgie, le but de la chirurgie, c'est d'augmenter les chances de conception naturelle. Donc, il n'y a pas d'intérêt d'aller faire de la chirurgie chez une patiente chez qui on a déjà décidé d'aller faire une ICSI, par exemple, pour une indication masculine ou pour une indication tubaire totale. D'accord ? Donc, on a le choix chirurgie pour essayer d'aller vers une conception naturelle, ou bien directement proposer une FIV-ICSI. Et après, si on fait la chirurgie, il va falloir décider si on va continuer dans ces tentatives de conception naturelle, ou plutôt aller directement, sans perdre de temps, en fécondation in vitro. Alors, et dans ce cas, qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui nous aidera? C'est, en fait, d'utiliser l'Endometriose Fertility Index. Donc, il est recommandé actuellement de classer cette endométriose après chirurgie selon la classification de l'EFI. La classification de l'EFI, il a été bien démontré qu'elle va nous aider à donner un pronostic sur la fertilité en naturel. Donc, voilà la classification de l'EFI qui est disponible de façon libre sur Internet. Pour la trouver, on va classer, et en fonction de la classification, on va situer notre patiente, donc ses chances dans les 6 mois, dans les 12 mois, après 18 mois, c'est les chances de conception naturelle. Et là, si on se retrouve avec un bon score, on peut attendre 6 à 12 mois. Si c'est une patiente qui a un bon score, qui a de bonnes chances d'avoir une grossesse naturelle par la suite, après chirurgie. Mais par contre, si on a un mauvais score EFI, de préférence, il ne faut pas faire perdre plus de temps à la patiente et aller lui proposer directement de passer en FIV-ICSI. Donc, les dernières recommandations de l'Échereux, ils ont aussi parlé du cancer et endométriose. Donc, ce qui est ressorti des recommandations, c'est en fait, il y a une légère augmentation de certains cancers chez les patientes qui souffrent d'endométriose, mais ces augmentations, notamment du cancer de l'ovaire, du sein et de la thyroïde, ne sont pas très importantes. Donc, ce qui est recommandé, c'est de ne pas affoler les patientes, ne pas les effrayer et leur dire que bon, c'est à peu près le même risque de la population générale. Et pour le dépistage des cancers, de ces cancers-là, il faut les dépister exactement de la même façon que dans la population générale. Enfin, les dernières recommandations de l'Échereux sur l'endométriose, ils ont mis l'accent, ils ont discuté 2 terrains particuliers qui sont l'adolescence
et la ménopause. Et en fait, ils ont voulu mettre l'accent sur l'endométriose dans ces deux tranches d'âge pour dire qu'il ne faut pas dire mademoiselle, vous êtes trop jeune pour avoir de l'endométriose, ça ne peut pas être de l'endométriose. Les filles jeunes, pubères, peuvent souffrir d'endométriose. Et dans l'autre versant, nous avons l'idée classique que l'endométriose guérit avec la ménopause. Généralement, c'est vrai. Toutefois, certaines patientes ménopausées peuvent souffrir encore de douleurs d'endométriose, surtout celles qui ont gardé des kystes endométriosiques. Un kyste endométriosique de bon volume à la ménopause peut donner des douleurs. Des lésions superficielles d'endométriose peuvent donner aussi des douleurs chez une femme ménopausée, surtout si elle prend un traitement hormonal substitutif. Donc, ces patientes, il faut penser aussi à l'endométriose chez la patiente ménopausée, mais surtout, chez ce terrain particulier, ne pas passer à côté d'un cancer de l'ovaire ou un cancer gynécologique. Donc, il y a les recommandations. Les recommandations sont disponibles en ligne gratuitement. Et pour ceux qui veulent s'approfondir les connaissances en matière d'endométriose, il y a le congrès l'année prochaine sur l'endométriose, le 15e congrès mondial sur l'endométriose en Angleterre. Ouais. Merci. L'Écosse, Edinburgh. Mais... On va enchaîner avec la deuxième communication. Je voulais juste apporter une précision à Sir Abdelkader Ben Saïd. Après recherche, j'ai trouvé qu'il existait une sécrétion d'HCG hypophysaire produite en faible quantité par les cellules gonadotropes de l'hypophyse, se lie au même récepteur que l'HCG et la LH. C'est une sécrétion physiologique qui varie avec l'âge et le sexe. Et la référence, c'est Collet et Guterres dans le journal de reproduction médicale. C'était juste un commentaire que j'ai fait. À vous de chercher, de faire votre commentaire. On ne va pas faire une question sur le commentaire. Donc, merci. Si Mahdi, tu peux enchaîner. Vous notez vos questions pour la première communication. Donc, pour la deuxième communication qu'on a sélectionnée, c'est la communication de Polysos. Donc, Polysos, c'est une très belle présentation qui a été faite par Polysos. C'est le chef de service de l'unité de PMA à l'hôpital d'Exus. Donc, et on va parler en fait des cycles naturels et les cycles artificiels actuellement. Que choisir entre ces deux cycles pour le transfert d'embryons congelés? Donc, je vais passer. On va commencer. Donc, l'auteur a commencé, ou l'orateur, il a commencé par parler de ce qu'il a appelé la freeze mania. La freeze mania, en fait, c'est cette augmentation exponentielle des taux de congélation d'embryons dans le monde. Et cette freeze mania, elle a une cause. Elle a une cause. Au début, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit freeze all, c'est-à-dire congeler. Ça permet de libérer tout le monde. Libérer tout le monde de quoi? En fait, de cette peur, de cette hantise, de ce syndrome d'hyperstimulation qui était menaçant quand on n'avait pas cette option de freeze all. Tout d'abord, donc, ça nous permet d'échapper de cette risque d'hyperstimulation ovarienne, mais aussi, grâce à la technique de la vitrification, de garder en même temps un bon taux de grossesse. Donc, on s'éloigne du danger et on garde de bons résultats. Donc, du coup, ça a augmenté de façon exponentielle. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré même une augmentation de taux de naissance vivante dans les bras frisol par rapport aux frais, comme chez les hyperrépandeuses, comme dans certaines normorépandeuses. Et donc, quels sont les cycles qui sont disponibles ou quelles sont les techniques disponibles? On a le cycle naturel. Le naturel, c'est bien parce que c'est naturel. Il y a le naturel modifié. Il y a aussi le cycle artificiel. Donc, que choisir entre ces différents cycles? Donc, le cycle naturel, on va détecter le pic de LH et on va transférer notre blastocyste le 6e jour post-pic de LH. Le cycle naturel modifié, donc, on va détecter la croissance d'un follicule et quand il va arriver à une certaine taille, c'est nous qui allons déclencher l'ovulation et on va transférer le blastocyste le 7e jour après le déclenchement. Pour le cycle artificiel, on va donner de l'œstradiol, on va atteindre au moins une épaisseur de l'endomètre de 7 mm. Par la suite, on va introduire de la progestérone et on va transférer notre blastocyste le 6e jour de l'introduction de la progestérone. On va commencer par ces cycles un par un pour voir les avantages et les inconvénients de chaque cycle. Pour le cycle naturel,
Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de médicaments parce que c'est naturel. On a le corps jaune qui va produire de la progestérone et cette progestérone endogène, c'est elle qui va maintenir la grossesse. Et donc, c'est naturel, c'est bien. La nature fait bien les choses généralement. La production de la progestérone endogène et en plus, il y a le corps jaune. Ce qui est embêtant dans ces cycles, c'est qu'il va y avoir beaucoup de visites pour détecter la croissance folliculaire, pour détecter le pic de LH, la difficulté de définir ce pic de LH, d'accord? Et donc, le gynécologue, des fois, il va être obligé de faire des échographies et des consultations le week-end, donc pas beaucoup de repos pour le gynécologue. Et donc, comme on l'a dit, il va falloir détecter le pic de LH. Donc, la définition du pic de LH, elle n'est pas claire dans la littérature. Et en plus, il y a une étude récente, publiée dans Human Reproduction, qui nous montre bien que ce pic de LH n'est pas toujours un pic, en fait. Des fois, c'est un pic, des fois, c'est bigéminé, c'est en fait 2 pics, et des fois, c'est un plateau. Donc, la définition du pic de LH à partir duquel on va compter le nombre de jours n'est pas très évidente. Et en plus, ce cycle naturel, qui est supposé être naturel sans médication, il a été bien démontré que lorsqu'on ajoute de la progestérone en phase lutéale, on augmente significativement le taux de grossesse et le taux de naissance vivante. Et du coup, notre cycle naturel n'est plus vraiment très naturel parce qu'on va ajouter des médicaments. Et là, je passe au cycle naturel modifié. Naturel modifié, c'est bien, parce qu'il y a le mot naturel déjà, donc naturel, c'est bien. Modifié, parce qu'on intervient un peu, et là, on définit le temps du déclenchement. Donc, on sait quand est-ce que la patiente elle va ovuler, et c'est plus facile pour compter, c'est plus simple. Donc, les avantages semi-naturels, donc il y a toujours le mot naturel. On est au milieu, peut-être le fait de choisir d'être au milieu, c'est bien. Il y a cette sécrétion endogène de progestérone, donc c'est bien, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de progestérone les 3 premiers mois de grossesse. Et il y a le corps jaune. Le corps jaune, c'est bien aussi. Ce qui est embêtant, pareil, c'est en fait le planning est moins évident, le planning. Il faut faire plusieurs visites. Et bon, comme a dit l'orateur, bye-bye, quelques week-ends. D'accord? Donc, il y aura des patientes qu'on va devoir voir les week-ends. Pour le cycle artificiel, c'est bien. C'est bien parce que c'est facile. C'est facile, on va pouvoir planifier. La patiente va appeler, elle va dire j'ai mes règles, elle va commencer son traitement par oestradiol. Donc, on n'est pas vraiment lié par un temps particulier, par une date particulière, par un cycle. C'est nous qui allons choisir la date à laquelle elle va venir. On va mesurer l'endomètre. Généralement, on vient une fois, généralement. L'endomètre, il est bien, on introduit la progestérone et on lui donne la date à laquelle on va faire le transfert. Donc, c'est facile pour le médecin, c'est facile pour la patiente. Les inconvénients, les points négatifs, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Et il y a 10 à 12 mois de médication. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de corps jaune. On sait que le corps jaune, il produit la progestérone pour maintenir la grossesse. Donc, il n'y a pas de corps jaune. Nous allons donner cette progestérone pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et en plus, il n'y a pas de corps jaune. Pourquoi est-ce que c'est embêtant de ne pas avoir un corps jaune? Parce que le corps jaune, il est important en fait. Le corps jaune, comme on l'a dit, il va maintenir la grossesse les 3 premiers mois avant que le placenta vienne en début du 4e mois prendre le relais par sa sécrétion de progestérone. Donc, s'il n'y a pas de corps jaune, il n'y a pas de progestérone, médication 3 mois. On l'a dit, ce corps jaune, il ne produit pas seulement de la progestérone, il produit aussi de l'œstrogène, il produit aussi des androgènes, il produit aussi des hormones de croissance. Donc, c'est une glande qui produit plusieurs choses, alors que nous, êtres humains, bon, choisissons, on ne peut pas reproduire exactement tout ce que sécrète un corps jaune. On essaie de reproduire ce qu'on peut, les plus importants. Ce qu'on ne met pas, c'est la relaxine. La relaxine, en fait, il a été actuellement démontré par beaucoup d'études que cette relaxine, une hormone qui est sécrétée par le corps jaune, est une hormone qui est importante. Qui est importante pourquoi pour la grossesse? Elle est importante parce qu'elle entre dans l'adaptation cardiovasculaire et rénale de la femme enceinte. Et il a bien été démontré que cette relaxine, quand on fait un cycle artificiel, elle n'existe pas, il n'y a pas de relaxine. Quand on dose cette relaxine dans le cycle naturel et dans le cycle spontané, une grossesse naturelle spontanée, la relaxine, elle est à peu près la même chose. Elle existe
Et quand on voit l'adaptation cardiovasculaire au premier trimestre, là, chez les patientes qui ont un taux de relaxine normal, et là, il n'y a presque pas de vasodilatation, il n'y a pas d'adaptation. D'accord ? Et cette adaptation, au cours du premier trimestre de la grossesse et au cours de la grossesse de façon générale, elle est importante. Pareil, d'autres études donc, qui ont été publiées sur le même sujet qui montrent que chez les patientes qui ont une grossesse naturelle, là, c'est la blood pressure, la tension artérielle. On voit une tension qui est basse, qui est relativement basse chez les patients chez qui on a fait un cycle naturel. Et là, en étoile bleue, c'est la relaxine. Il y a de la relaxine. Il y a de la relaxine. En cycle artificiel, bon, il n'y a pas de relaxine. Et la tension artérielle, elle est plus importante. Donc, il n'y a pas d'adaptation donc, cardiovasculaire et rénale au cours de la grossesse quand il n'y a pas cette relaxine. Alors, qu'en est-il du pronostic obstétrical de ces patients? Tout d'abord, le pronostic de notre tentative. Le pronostic, alors la méta-analyse Cochrane, la dernière publiée en 2020 en matière de taux de grossesse en fonction du type de protocole utilisé, en fait, je ne trouve pas de différence significative entre les différents protocoles. Toutefois, la méta-analyse, pas de vous, qui est plus récente, publiée en 2021, elle est plutôt en faveur des cycles naturels. Donc ça, c'est pour le succès de la tentative d'ICSI ou de transfert d'embryon congelé. Qu'en est-il pour le pronostic obstétrical? En fait, dans les cycles artificiels, il y a 2 fois plus de prééclampsie. Ça, c'est bien démontré. Il y a 2 fois plus d'hypertension. Il y a aussi 2,5 fois plus d'hémorragie dans les cycles artificiels par rapport au cycle naturel. Il y a aussi plus de césariennes. Mais il y a aussi plus de macrosomes, il y a aussi plus de diabète gestationnel. Mais ces augmentations, en fait, ne sont pas très importantes. D'accord ? Pour les accouchements prématurés, pour le diabète gestationnel, c'est à peu près pour 100 patients chez qui on va faire un cycle artificiel, il y aura une patiente de plus qui va avoir cette complication ou bien qui risque d'avoir cette complication. Pour l'hémorragie et pour l'HTA, c'est 3 patientes de plus pour 100 patientes. Et pour la prééclampsie, c'est 4 patientes de plus pour 100 patients. Bon, c'est des taux qui ne sont pas très importants, mais qui ne sont pas négligeables non plus. D'accord ? Alors, l'orateur a fini par poser quelques questions pour le futur. Donc, il a dit, est-ce qu'il faut revenir donc, pour la nature, back to nature? Et il s'est posé des questions. Il a dit, should we go back to nature for all? Est-ce qu'on devrait revenir pour le naturel pour tout le monde? Can we go back to nature for all? Est-ce qu'on peut déjà revenir au naturel pour tout le monde? Vous voyez une patiente OPK obèse avec une CFA à 50, chez qui on essaie de faire un cycle naturel pour faire un transfert d'embryon congelé. C'est pas évident. Donc, is it clinically relevant? Est-ce que c'est vraiment utile, vu que ces risques ne sont pas très importants, d'accord, de revenir? Et peut-être qu'on devrait attendre pour avoir plus de preuves scientifiques avant de se décider. Et donc, pour conclure, donc les techniques, bon, tout d'abord, la congélation, le freeze-all, il a explosé, c'est exponentiel. Les techniques qu'on a citées, elles sont validées. Et elles donnent en matière de taux de réussite des résultats qui sont à peu près équivalents. Le corps jaune paraît être très important pour maintenir la grossesse et pour aussi maintenir tout ce qui est pour faire l'adaptation cardiovasculaire au cours de cette grossesse aussi. Donc il y a plus de risques de prééclampsie et il y a plus de complications obstétricales pour les cycles artificiels que pour les cycles naturels. Mais bon, c'est un petit risque qu'il faut savoir gérer aussi peut-être. Et je vous remercie. Merci Mehdi pour ton excellente présentation. On va proposer des questions dans la salle. Peut-être que je ouvrirai le débat en demandant déjà sur l'endométriose une petite question. Pour les femmes qui ne sont pas désireuses de grossesse, le scénario 1, et quand on a recours à la chirurgie, est-ce qu'on leur propose éventuellement dans des gros kystes endométriosiques, il peut s'agir d'une femme qui a déjà une réserve folliculaire basse, est-ce qu'on leur ouvre la porte à la préservation de la fertilité, c'est-à-dire à la cryoconservation d'ovocytes? Est-ce qu'ils ont parlé de cette éventualité? Oui, sûrement. Et en fait, fortement,
encouragé pour les patientes qui ont faible réserve ovarienne avant chirurgie. D'accord. Et pour le non-recours au protocole qui visait Ultra-long. l'ultra-long, c'est-à-dire qui mettait tout en veilleuse, qui éteignait un peu l'état inflammatoire, tout ça, de l'endométriose, est-ce que c'est un non-recours pour faire le transfert embryonnaire ou pour faire la FIV? Pour faire le transfert embryonnaire ou pour faire la FIV? Ouais. C'est-à-dire, tu peux stimuler et tout congeler, et après tu peux, dans un deuxième temps, calmer les choses et après transférer. Oui, mais ou en alors fait, ne pas stimuler carrément, ou alors transférer malgré tout. mais en fait, c'est ça. On ne retrouve plus cette augmentation de taux d'implantation quand on fait, parce que l'idée ancienne au départ, c'est qu'il y avait de l'inflammation et le fait de bloquer, ça diminuait cette inflammation au niveau pelvien et endométrial, et donc on retrouvait une meilleure atmosphère ou micro-atmosphère qui augmentait le taux d'implantation. Première étude, résultat 4 fois mieux, un taux d'implantation 4 fois meilleur. Dernière méta-analyse Cochrane de 8 études, à peu près 640 patientes, ne retrouve plus cette différence en matière de taux d'implantation, c'est-à-dire on part de l'implantation en fait. Et franchement, moi, j'ai fait que rapporter les recommandations. Si vous voulez un avis personnel, je pense que les méta-analyses Cochrane ou les méta-analyses de façon générale, il faut faire très attention, il faut les décortiquer parce que dans les méta-analyses, on trouve de bonnes études qui trouvent un résultat et une très bonne étude randomisée qui trouve le résultat contraire. Et le fait de mélanger et mettre après le pointeur au milieu, ce n'est pas la meilleure façon de lire la littérature. Je pense qu'il faut les décortiquer, voir la différence dans les groupes d'études, les différences dans les méthodologies. Qu'est-ce qui a fait que dans cette étude, il y a eu une meilleure implantation et dans l'autre étude, il n'y avait pas une meilleure implantation? Je pense qu'il faut avoir des lectures critiques des articles plutôt que de les mélanger et donner à la fin un point au milieu. Surtout que, Mehdi, à propos du 375, si c'est un seul cycle, ce n'est pas la même chose que quand c'est 3 mois où tu as une déplétion en ostroprogestatif importante qui peut agir sur l'utérus. C'est comme les hypo-hypo. Donc il faut se méfier du THS immédiatement après une suppression de plusieurs mois. Ce n'est pas comme quand on fait un TEC avec préparation par analogue sur un seul cycle. On est en droit de penser que, comme tu as dit, l'inflammation, l'hypertrophie des glandes, l'adénomiose, etc. va diminuer. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, docteur Ziga. Sur l'endométriose, l'endométriose chez la fille adolescente, c'est l'absence scolaire répétée. Ça, c'est un signe d'endométriose chez l'adolescente. Pour les analogues, en cas d'endométriose, ça augmente la fenêtre d'implantation. C'est pour ça qu'il y a plus de résultats d'implantation. Il y a une augmentation de la durée de la fenêtre. Alors, pour le pic de LH, le cycle naturel est très difficile à appréhender. Il est excessivement difficile et il faut corréler parce que le pic de LH, ça varie de 10 unités à 80 ou à 50 unités, très, très, très variable. À 180, une augmentation de 180% par rapport à la médiane des anciennes valeurs. Donc, il faut la corréler à la clinique. Donc, les signes cliniques de l'ovulation, le Mittelschmerz, c'est la douleur de l'ovulation. Ça se passe souvent à 19h. Le Spinbarkeit, la courbe de température, tout ça, ça fait... On peut, dans certaines situations, parce que la douleur n'est pas constante aussi, on peut dater de façon précise l'ovulation qui va être corrélée avec le pic de l'âge, avec la biologie aussi. Il y a les oestrogènes qui vont chuter et la progestérone qui va augmenter. Donc, moi, je pense que le cycle naturel, ça donne de meilleurs résultats, mais il est très, très difficile à utiliser. C'est compliqué. Même l'orateur, il a utilisé ou bien il a montré les techniques avec le dosage du pic de LH. Dans la littérature, il y a aussi des équipes qui ont travaillé avec l'échographie pour détecter cette disparition du follicule et l'apparition du corps jaune pour détecter le jour de l'ovulation, et d'autres équipes qui se sont basées sur la progestéronémie pour détecter le jour de l'ovulation. Et donc, en fait, les techniques avec cycle naturel pur, ils sont un peu compliqués. C'est vrai que quand on les maîtrise, il y a de très bons résultats. Il faut faire beaucoup de visites, beaucoup de consultations, beaucoup de dosages. Ils ne sont pas très pratiques. C'est le cycle naturel modifié, peut-être. Le modifié, il est plus simple. Il est plus simple.
faut essayer d'avoir un corps jaune, quoi. Il faut essayer à chaque fois que possible d'avoir un corps jaune Oui. quand c'est réalisable. Oui, oui, je suis d'accord. En restant dans l'endométriose, Mehdi, merci pour ta présentation. Tu nous as dit qu'on peut faire appel à des progestatifs pour les femmes ou les jeunes filles, pour les femmes qui ne veulent pas une grossesse et qui ont des manifestations évidentes d'endométriose. Oui. قلت لنا on peut faire appel à des progestatifs, à des estroprogestatifs. أنا juste حبيت نقول اللي quand on pense à prendre ou à prescrire un progestatif, il faut penser à un progestatif qui aurait un effet antigonadotrope. Antigonadotrope qui met au repos l'axe hypothalamo-hypophysaire tel que le primoleutinor, tel que la colpron 5 à 10 mg par jour. Le dufaston, par exemple, n'a pas d'effet antigonadotrope. مثلا هذا من ناحية effet antigonadotrope مطلوب comme le font les estroprogestatifs. Et la durée, c'est une durée où il ne faut pas arrêter le traitement. 6 شهور 8 شهور 12 شهر. Dès qu'on arrête le traitement, il va y avoir une menstruation, des règles artificielles, et qui vont s'accompagner d'algie pelvienne qui va تعرف الناس الكل. Il y a une question dans la salle au fond. C'est Mahmoud qui se depuis au premier rang et au dernier rang. Les choses, changement. Moi, je voulais, merci pour ces deux belles présentations. Je voudrais insister sur la comparaison entre les cycles naturels ou substitués. On observe un petit peu partout que la congélation, depuis la vitrification, le nombre de cycles vitrifiés augmente de façon importante. Alors, le risque, en fait, comme vous l'avez si bien dit, c'est la prééclampsie dans le cycle substitué. Mais est-ce qu'il y a dans la littérature une évaluation risque-bénéfice pour ce qui concerne la prééclampsie? Parce que c'est vrai que c'est une complication grave. Mais si c'est un cas sur 1000, à la limite, ce n'est pas très méchant. Donc c'est ce qui pourrait conditionner notre conduite. Et moi, ce que j'observe, c'est que ici et là, hier, Dominique de Ziegler disait qu'à Foch, ils font 60% de congélation. Et c'est la tendance un petit peu générale de vitrifier la majorité des cycles et les reprendre en cycle substitué. Donc là, il faut qu'on ait une évaluation risque-bénéfice. Alors pour le risque de prééclampsie, c'est Khourouf. En fait, c'est 40 patientes de plus pour 1000 par rapport à si on les fait passer toutes en cycle naturel. Bien sûr, ce n'est pas évident de passer toutes les patientes en cycle naturel. C'est-à-dire, si on fait du cycle artificiel, pour 1000 patientes, on aura 40 prééclampsies de plus par rapport à si on les avait passées en cycle naturel. Donc c'est ça le risque. Il y a Polizos, on lui a posé une question, je me rappelle. Est-ce que, du fait de l'absence du corps jaune, on pouvait donner de la relaxile ou donner des substances? Et il a dit que c'était peut-être ça les voies de recherche, identifier les facteurs qui créaient un taux plus important de complications vasculaires et voir s'il n'y avait pas des substituts, des choses pour donner dans les cycles où on était obligé de faire un cycle THS. Il avait eu cette question. Oui, c'est très logique. C'est essayer de donner les hormones que le corps jaune, naturellement, il allait donner pour repartir le plus possible, s'approcher le plus possible du naturel. On est dans l'artificiel, mais on essaie de mimer le naturel, en fin de compte, toujours. Merci beaucoup, Dr Khila, pour cette belle présentation. Nous allons passer à la troisième présentation. Et nous invitons nos collègues Dr Hamem et Dr Hafhouf qui vont nous parler de quoi de neuf en biologie de la production.
C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Cette fois-ci, on va présenter le best-of de l'Echereuse sous forme de patchwork de communication, choisi par Dr Hafouf et moi-même, allant de la culture embryonnaire jusqu'à l'ICSI futuriste. On commence par la première communication. Y a-t-il un effet de la double vitrification sur les résultats? On sait déjà que depuis que la vitrification est devenue un acteur principal en ART, plusieurs centres ont adopté la stratégie du freeze-all, y compris la double vitrification, c'est-à-dire mettre 2 embryons dans une paillette. Or, la suggestion du single embryo transfer après décongélation entraîne un surplus d'embryons de bonne qualité qui devaient être recongelés pour éviter le gaspillage des embryons. Y a-t-il un effet délétère en recongelant l'embryon une deuxième fois? Alors, le but de cette étude était premièrement de comparer le taux de naissance entre 2 groupes. Le premier groupe où on a congelé le blastocyste 2 fois. Deuxième groupe où l'embryon a été congelé une seule fois. Le deuxième point, c'était de comparer les résultats en fonction du timing de la revitrif. Premier groupe où la revitrif a été réalisée le lendemain, 24 heures après, et deuxième groupe où la revitrif a été réalisée le jour même, c'est-à-dire quelques heures après la dévitrification. Alors, les résultats montrent que le taux de naissance est significativement plus bas quand on recongèle le blastocyste pour la deuxième fois. Le taux était de naissance 26% dans le study group par rapport à 40% dans le contrôle group. En plus, le taux de bêta-HCG était significativement plus important quand on attend 24 heures pour la recongélation. Pour conclure, bien que la double vitrification puisse mener à des grossesses avec succès, cependant, ces résultats montrent l'impact négatif de la revitrification sur la culture embryonnaire qui se traduit par une baisse de taux de naissance de 14%. Par conséquent, il vaut mieux éviter la double vitrification. Mais si on est obligé de le faire, faut-il attendre 24 heures pour la recongélation? Mais si on a les moyens, le meilleur des cas, c'est de congeler un blastocyste par paillette. Ça, c'était à propos de la première communication. Donc, la deuxième communication, c'est d'étudier le rapport du blastocyste de bas grade sur les taux de naissance. Est-ce que le transfert de blastocyste de bas grade donne des taux de naissance acceptables? Et est-ce que les bébés nés sont en bonne santé? On sait déjà que les blastocystes de bas grade donnent de moins bons résultats que les blastocystes de bon grade. Mais est-ce qu'il y a une limite? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a un seuil ou un cut-off au-dessous duquel les naissances sont rares ou voire même inexistantes? D'autant plus qu'il y a des centres qui abandonnent carrément les blastocystes de bas grade, ils ne les ni transfèrent ni congèlent. Donc il s'agit d'une large étude multicentrique où 14 centres ont participé sur une dizaine d'années. À peu près 11 000 couples ont été inclus où le single embryo transfer a été choisi comme politique de transfert. Le but de cette étude était de comparer l'impact du classement du blastocyste sur les taux de naissance et le suivi des bébés. Le classement des blastocystes qui a été adopté est celui de Gardner. Évidemment que cette étude montre que les AA, AB et BA, les blastocystes de meilleur grade, donnent le meilleur taux en termes de taux de naissance. Mais la surprise, c'est que les CC blastocystes sont capables de réaliser 14% de taux de naissance. En plus, le suivi des naissances montre qu'il n'y a pas de différence significative en termes de poids ni d'âge gestationnel en fonction du classement du blastocyste. Donc la conclusion, c'est qu'on sait que les bas grades donnent de moins bons résultats que les meilleurs grades, mais la surprise, la bonne nouvelle, c'est que même les blastocystes de bas grade sont capables de réaliser 14% de taux de naissance sans impact sur ni le poids ni l'âge gestationnel. Donc, faudra-t-il reconsidérer notre politique de transfert en focalisant plus sur les blastocystes de bas grade?
La troisième communication est sur la sélection des spermatozoïdes par les cellules du cumulus. On sait que l'ICSI va contourner les états physiologiques de la sélection du spermatozoïde. Or, les spermatozoïdes capables de traverser les cellules du cumulus ont la meilleure morphologie et la meilleure intégrité de la chromatine. En effet, l'acide hyaluronique, qui est un composant important des cellules du cumulus, va jouer un rôle important dans la sélection du spermatozoïde avec un ADN intact. Donc la question qu'on se pose, y a-t-il un rôle de la sélection des spermatozoïdes par les cellules du cumulus pour améliorer les résultats en AMP? Pour répondre à cette question, il s'agit d'une étude randomisée où les résultats de l'ICSI ont été comparés entre groupe ICSI conventionnel et groupe ICSI où le spermatozoïde a été choisi par les cellules du cumulus, c'est-à-dire après les avoir posés dans la boîte de micro-injection, les spermatozoïdes qui vont migrer à travers ces cellules du propre cumulus de la patiente vont être repêchés et sélectionnés pour l'ICSI. Les résultats montrent une nette amélioration significative de la qualité embryonnaire dans le groupe ICSI avec cellules du cumulus. Pareil, les taux de blastocystes étaient significativement plus importants dans le groupe ICSI avec cellules du cumulus. Les taux de grossesse sont nettement améliorés, 47% groupe d'études, 32 groupes contrôle, bien que cette différence n'est pas significative. Mais pour conclure, les cellules du cumulus peuvent nous aider à sélectionner le spermatozoïde le plus compétent. C'est une technique non opérateur dépendant qui repose beaucoup sur la physiologie et qui a du potentiel et a une tendance à améliorer les résultats de l'ICSI. Je donne la parole à Dr Hafrouz. Merci Shema. Bonjour à tous. Je voudrais remercier le comité de la STGO pour l'invitation. Donc sur ce fil du Best-of Échereux, on passe à la sélection suivante. Donc dans cette sélection, dans cette présentation, on va s'intéresser aux embryons issus de zygotes azéropéennes. On a certainement dû vous parler des embryons non vus fécondés. C'est des embryons qui nous posent problème, nous les biologistes, parce qu'on a tendance à les mettre en deuxième position. Même à qualité supérieure, un embryon vu fécondé sera privilégié par rapport à un embryon non vu fécondé. Donc on va regarder ça dans le détail. Donc cette étude qui est petite, mais que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle peut impacter notre pratique quotidienne. Donc il s'agit d'une comparaison rétrospective, 115 blastocystes issus de zygotes azéropéennes comparés à 192 blastocystes issus de zygotes A2PN. On va comparer, on va voir donc la lecture a été faite 16 à 20 heures après l'insémination en FIV ou c'est surtout de l'ICSI sur cette étude, et les zygotes azéropéennes et A2PN ont été mis en culture prolongée d'une manière séparée. Donc ici, si on essaye de regarder en termes de qualité embryonnaire, on va voir qu'il n'y a pas de différence significative en termes de qualité embryonnaire entre les groupes zygotes azéropéennes et A2PN. Et si on essaye, je m'excuse, c'est flou, mais si on essaye de regarder en termes de taux de grossesse, de taux d'implantation et de grossesse évolutive, et même de naissance, on va voir qu'il n'y a strictement pas de différence entre les deux groupes, 0PN versus 2PN. Si on essaie de regarder sur le plan chromosomique, et c'est ce qui est intéressant parce que nous, ce qui nous embête avec les embryons azéropéennes, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a lu trop tard ou trop tôt? Donc, c'est-à-dire, on devait les voir, mais on ne les a pas vus. Est-ce que c'est une fécondation normale? Et puis, le critère qu'on craint le plus, c'est que ce soit une parthénogénèse, c'est-à-dire qu'un ovocyte qui s'est auto-activé. Et donc, on va avoir la réponse, parce que sur l'ensemble des blastocystes qui ont été analysés, il n'y a pas de différence d'aneuploïdie entre le groupe 2PN et 0PN. Aucun blastocyste 0PN n'a été constaté haploïde. Donc l'hypothèse de la parthénogénèse est écartée. Donc je pense que sur le plan quotidien, ça peut un peu changer notre façon de faire et orienter plus nos choix dans le choix des embryons. Pour la deuxième sélection,
Le time-lapse. Le time-lapse, c'est technique qui consiste à faire un incubateur qui va permettre une culture ininterrompue des embryons. Donc les embryons seront monitorés par l'incubateur. Il existe même des algorithmes qui vont eux choisir quel embryon est de meilleur pronostic. Donc le time-lapse, vous le savez tous, ça a été la star de l'ESHRE pendant les dernières années. On va voir ce qu'il en est. Donc, il s'agit là, cette étude elle est très intéressante, donc, et c'est l'une des rares communications à l'ESHRE qui a eu un prix. Donc, il s'agit d'une étude portant sur 1731 couples, donc 15 centres ont participé. Donc, étude multicentrique, prospective en double aveugle. Donc, les transferts ont concerné des single embryons transferts exclusifs à J3 pour un rang de tentative ne dépassant pas le rang 3. Et l'âge, les patientes concernées avaient moins de 40 ans. Donc la culture a été faite dans l'incubateur Jerry et le monitorat, l'algorithme par le système IVA. Donc les endpoints analysés, c'est le taux de grossesse cumulative et les taux de grossesse après transfert frais. Donc ça a été divisé en 3 groupes. Un premier groupe, un full time lapse, culture, et le choix de l'embryon a été fait via l'algorithme. Le deuxième groupe, full time lapse, mais le choix de l'embryon à transférer a été basé sur les critères morphologiques de l'embryon, c'est-à-dire que le biologiste va choisir l'embryon à transférer. Un troisième groupe, il s'agit là d'une culture ininterrompue, c'est-à-dire que le biologiste a fait sortir les boîtes tous les jours, comme on le fait en conventionnel, et le choix, la sélection des embryons a été faite sur la morphologie. Donc, comme je l'ai dit, 1731 couples, 577 premier groupe, 579 en deuxième et 575 en troisième groupe. Là, ce qui est étonnant, c'est que vous allez voir que si on regarde le taux cumulatif des grossesses, il n'y a strictement pas de différence entre les 3 groupes. Si on essaye de regarder les taux de grossesse après transfert frais, pareil. Aucune différence entre les 3 groupes. Donc, ni la culture ininterrompue, ni le transfert algorithme ou morphologie n'a eu d'impact. Si on essaye de regarder un peu plus je vais dire, les groupes à bon pronostic, patientes à bon pronostic ou mauvais pronostic, on va voir qu'il n'y a pas de différence, sauf là pour le 3e groupe, les patientes de plus de 39 ans, où il semblerait que l'algorithme en culture ininterrompue a montré un taux plus important, mais pas de manière significative. Et si on regarde le temps qu'il faut pour avoir une grossesse, on va voir que pareil, les 3 groupes ont montré des résultats semblables et aucune différence significative. Donc, je reprends. Donc, si on raisonne sur la culture ininterrompue, algorithme ou morphologie, il n'y a pas de différence. Si on va se baser sur ininterrompu, interrompu en se basant sur la morphologie, aucune différence. Donc, les résultats viennent s'ajouter à certaines études qui ont rapporté les mêmes résultats. Même, il y a une Cochrane en 2019 qui, pareil, n'a pas rapporté de différence entre d'apport du time-lapse et de l'algorithme. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'une des plus larges études. Au début, on pensait que cette technologie a été vraiment prometteuse en termes de résultats, ce qui est le plus important. On est un peu déçus de voir que finalement, on s'est emballé pour rien du tout, parce que si on va raisonner en termes de résultats, il n'y a aucun apport. Pas de différence entre les groupes, je vais me reprendre. Et là, l'auteur, elle souligne, en fait, l'analyse à faire, c'est qu'on ne va pas se dire que finalement, c'est un système qui ne sert à rien du tout. Il servira certainement à quelque chose. Je pense que pour nous, les biologistes, au niveau logistique, surtout pour les centres qui ont énormément d'activités, ça va permettre de gagner du temps. Les dimanches, on n'aura pas à se déplacer, l'incubateur va faire l'affaire. Et puis, en fait, elle souligne le fait qu'il faut être vraiment très vigilant avec cette nouvelle technologie, qu'avant de s'emballer et de promettre aux patients que ce va être des systèmes qui vont leur offrir plus de chances, finalement, il faut se poser avant d'avancer les conclusions. Donc, cette dernière sélection,
Cette dernière sélection en fait, a été choisie sur son originalité. C'est une session que moi j'ai adorée, donc une session intitulée 30 ans d'Exi, où il y avait tous les protagonistes de Bruxelles pour parler de leur début, de leur évolution et de leur perspective. J'ai choisi cette présentation de Giampiero Palermo. Palermo part du point de départ. On est en 1978 et on a la première naissance en FIV. Et après, l'histoire s'est peu à peu écrite. En 1984, on s'est rendu compte que la FIV à elle seule n'allait pas résoudre tous les problèmes. Qu'il y avait le problème que quand il y avait un problème masculin, une oligospermie, la FIV ne marchait pas. On s'est débattu pendant quelques années pour trouver la technique qui pouvait pallier à ça. Un petit incident au laboratoire en 1992 qui a fait de l'Exi ce qu'elle est, la première naissance. Et au fil des années, on a vu ces techniques s'épanouir, je vais dire, de plus en plus. On est parti de l'oligospermie pour arriver au sperme prélevé d'une manière chirurgicale, pour après s'étendre même aux indications féminines, excusez-moi, que ce soit pour la préservation des ovocytes ou pour la culture in vitro. Et c'est une présentation de 30 minutes, j'aurais aimé vous faire plus de choses, mais Palermo est passé à travers toutes les évolutions, même les actuelles, les techniques de sélection de spermatozoïdes dont Inès a parlé tout à l'heure. Et donc, comme je l'ai dit, l'ICSI a peu à peu pris de la place, que ce soit au niveau des indications masculines, mais aussi pour les échecs de FIV, pour les indications, pour les mauvaises répondeuses, pour les risques, pour le risque viral. Et puis, il y a le diagnostic préimplantatoire qui s'est installé et qui a aussi pu fournir beaucoup de solutions pour les patientes. L'ICSI a pris de la place par rapport à de la FIV peu à peu. Elle a envahi son utilisation en offrant des résultats en taux de fécondation et en taux de grossesse et en naissance équivalents. Et puis on voit ici la répartition des centres à travers le monde avec l'utilisation de l'ICSI. En jaune, les centres qui utilisent les deux techniques. En bleu, les centres qui utilisent à peu près 60% d'ICSI. Et en bleu foncé, ceux qui utilisent exclusivement l'ICSI. Donc cette technique, c'est pas du 100%, mais c'est montré prometteuse en termes de résultats. On voit ici les taux de grossesse en fonction de l'âge. Ici, Palermo a parlé de la qualité du conceptus. Pareil, les données sont vraiment rassurantes. Il n'y a pas d'impact sur la qualité du conceptus, que la FIV et l'ICSI sont comparables. L'origine, quelle que soit l'origine chirurgicale ou sperme éjaculé, en fonction du taux de fragmentation ou bien le traitement des spermatozoïdes, comme par exemple par la pentoxophiline, il ne semble pas qu'il y ait un effet délétère sur le conceptus. Je finis ici par cette plaque où Palermo se projette dans les nouvelles perspectives. En haut, Inès a parlé de ça, c'est des techniques qui vont nous permettre, à travers la densité, la linéarité, le mouvement flagellaire, de sélectionner le meilleur spermatozoïde pour aboutir à la sélection du meilleur spermatozoïde. Et puis en bas, je ne sais pas si ce système va voir le jour, mais là, c'est une boîte. Ils disent que c'est l'équivalent en dimension d'un téléphone portable. Et je ne sais pas où est le pointeur. Voilà. Donc, le rôle au laboratoire va se limiter à faire la ponction des ovocytes, préparer les spermatozoïdes et faire le transfert. Donc, pour schématiser, les ovocytes vont être placés ici, décoronisés à ce niveau, sélectionnés en fonction de leur maturité par ici, les spermatozoïdes déposés de ce côté, par un laser immobilisé, injecté. On parle même de faire un diagnostic préimplantatoire pour tous les embryons. Après, en time-lapse, les embryons seront mis en culture et après sélectionnés. Donc voilà, ça c'est les perspectives. On va en rendez-vous dans 10 ans pour faire le bilan de tout ça. Donc Palermo conclut en disant que l'ICSI c'est la solution pour les infertilités masculines. Les données sont rassurantes en termes de résultats et qualité de conceptus. Le génome masculin reste encore à explorer. Après 30 ans d'ICSI, place un nouveau chapitre.
Voilà, je voudrais vous remercier. Je remercie Dr Triki Chema. C'était un plaisir de collaborer pour cette présentation en espérant que cette sélection vous ait plu. Ok, merci beaucoup. Bravo et merci beaucoup pour ces deux belles présentations et toutes ces nouveautés en biologie de la reproduction. Est-ce qu'il y en a des questions dans la salle? Moi, je voudrais commencer par ouvrir le débat. Je voudrais poser une question sur deux questions. Sur la recongélation embryonnaire. Donc, la recongélation d'un blasto pour congeler un blasto, c'est vrai que ça a montré que ce n'était pas bien. Mais est-ce qu'ils ont étudié aussi la recongélation quand on part du J3 vers le J5 et un J3 congelé qu'on recongèle en tant que blasto? Est-ce que ça a les mêmes effets négatifs que de recongeler un blasto du J5 vers le J5? Tout à fait. D'ailleurs, parmi les critères d'inclusion, pourquoi on suggère, après le single embryo transfert, pré-décongélation, le transfert d'un seul embryon. En fait, parmi les indications, c'était les embryons congelés à J3, décongelés à J3, culture jusqu'à 5e jour et recongélation 5e jour. C'était parmi les critères d'inclusion dans cette étude. Moi, je n'ai pas parlé des critères pour ne pas faire trop long. Mais c'était parmi les critères qui ont fait baisser les résultats de transfert embryon décongelé pour la deuxième fois, en recomptant la première décongélation à J3. D'accord. Et pour les embryons de bas grade, qui donnent quand même 14% de grossesse. De taux de naissance. Taux de naissance. On ne parle plus de taux de grossesse. Voilà, d'ailleurs, maintenant, le point final, le cutoff, c'est taux de naissance. Taux de naissance. Taux de grossesse, c'est un peu un peu ancien. Ce qui est vraiment très, très loin d'être négligeable. Oui. Quand on parle d'embryon de bas grade, c'est même un embryon qui a un trophectoderme lisse. Oui, c'est ça. C'est les CC blastocystes. Selon la classification. Trophectoderme complètement lisse et embryon. C'est-à-dire pas bien développé, ni le bouton embryonnaire, ni les cellules trophectodermes. C'est des cellules qui ne sont pas bien développées. C'est les plus bas grades qui est capable de donner. Pas du tout. Il y a des centres qui ne le ni transfèrent ni le congèlent. Mais dans cette large étude multicentrique de 11 000 couples presque, ils l'ont transféré, que ce soit en frais ou en congelé. Et il a donné 14% de taux de naissance en 7, en single embryo transfert. Donc c'est prometteur, il faut garder de l'espoir dans ces mauvais blastocystes qu'on abandonne parfois. Il ne faut pas les abandonner. Par contre, moi, peut-être je les recommande en les transférant, pas en les congelant. Parce qu'eux, ils n'ont pas parlé de l'abandon des décongélations qui n'ont pas survécu. Parce que si on congèle un CC, c'est sûr que son taux de survie sera moins bon qu'un AA. Donc, quand ils ont fait un discard ou bien ils ont annulé les 1CC décongelés, ils ne les ont pas comptés. Donc, peut-être ils survivent moins bien qu'à la décongélation. Donc, faut-il les transférer en frais? Ça peut être le message à donner. Et les bas grades, les embryons de bas grade de J5 ou le de J5 et J6? J5, uniquement J5, c'est ça. Seulement J5, oui. D'accord. Je voulais vous remercier encore, c'était excellent comme communication. Et je vais voir s'il y a des questions dans la salle. Il y a plus de... Si, il y en a une là-bas. Merci les amis pour de belles présentations. Ma question, c'est par rapport au réchauffement ovocytaire et après la recongélation justement des embryons issus de ce réchauffement ovocytaire. Est-ce que cette équipe recommande de ne réchauffer qu'un nombre maximal d'ovocytes pour ne pas avoir des embryons excédentaires à congeler et ça fait double congélation? En fait, je n'ai pas compris. La double décongélation? La double congélation, donc si on a des ovocytes congelés, après on va les décongeler, aller en culture, oui. Avoir des embryons qu'on va congeler. En fait, cette étude ne parle pas d'ovocytes. Elle parle de blastocystes décongelés le jour même, par exemple, à J5, ou bien même des embryons qui ont été décongelés à J5. C'est vrai, moi, j'aurais dû mettre les indications. Dans quel cas on est parfois obligé de recongeler?
c'est soit la patiente désire un single embryo transfert, soit l'endomètre nous exige de faire un seul transfert, soit la patiente était auparavant enceinte, donc il vaut mieux ne pas transférer deux embryons, soit elle a eu le Covid le jour du transfert, soit elle a eu de la fièvre, soit c'est... Voilà, tous les cas de frisol. C'était le cas de frisol après décongélation du blastocyste. Ils n'ont pas parlé de d'ovocytes dans cette communication. Donc, mais après, oui, on est... Enfin, je ne réponds en dehors de la communication. Parfois, on décongèle les ovocytes pour les micro-injecter et on recongèle le blastocyste par la suite. Mais peut-être ce n'est pas le même impact sur le plan pratique, technique, quand on décongèle l'ovocyte, on le micro-injecte et qu'il arrive au stade de blastocyste, qu'on décongèle le blastocyste le jour même, on le recongèle ou on attend 24 heures merci, après. On n'est pas dans le même contexte. Merci. Donc on est déjà très en retard, on vous félicite et on passe à la communication suivante. On appelle notre ami Nabil Mathlouthi pour nous présenter ces deux communications, pour nous présenter ces deux communications à la suite. Donc ART et Covid, et nous présenter Duo Steam versus Normal Steam dans les IOP. D'accord. Donc, merci. Je commence par remercier le bureau de la CGU de m'avoir invité à ces journées et je tiens à les féliciter pour l'excellent niveau scientifique de cette deuxième journée de médecine de la reproduction. Alors, je commence par le premier travail, c'est le travail qui a traité l'impact de l'infection Covid sur la fertilité masculine et féminine. Donc, c'est un travail qui entre dans le vif du sujet, puisque ça fait 3 ans qu'on subit les conséquences de cette pandémie Covid. Et c'est un travail qui est fait par Anna Vega, et qui fait partie d'un groupe de travail sur l'impact du Covid sur la fertilité masculine. Donc c'est un groupe qui s'est proposé comme objectif de voir l'impact de cette infection sur la fertilité masculine, sur la fertilité féminine, sur les résultats de la PMA et aussi l'intérêt ou l'impact de la vaccination récemment introduite sur toutes ces données. Donc, à travers une revue de la littérature, on va essayer de trouver des réponses concernant tous ces impacts ou toutes ces conséquences de cette infection sur la fertilité masculine et féminine. Alors, on commence par l'impact de l'infection sur les organes de la reproduction. Alors, on sait que le virus du Covid, il va coloniser les cellules hôtes à travers 2 récepteurs, le récepteur ACE2 et TMPRSS2. C'est à travers de ces 2 récepteurs qu'il va coloniser ces cellules. Et plus la cellule exprime ces récepteurs, plus l'infection serait importante. Au niveau du testicule, les testicules expriment plusieurs récepteurs de ces 2 types, mais toutefois, il n'a pas été démontré de localisation du Covid au niveau des testicules. Même chose sur l'histologie. Donc, on a montré qu'il existe ces récepteurs par l'utilisation des anticorps spécifiques de ces récepteurs, mais il n'a pas été montré la présence de Covid au niveau des testicules. Alors, quel est l'impact du Covid sur le spermogramme? Alors, il a été montré qu'au niveau du sperme, on n'a pas trouvé de Covid, d'après une étude utilisant la technique de PCR. Toutefois, quelques études ont montré qu'il y a quelques rares cas où on a pu isoler le Covid au niveau du sperme. Quel est l'impact du Covid sur la spermatogénèse? Alors, des autopsies faites sur des patients qui sont décédés par Covid, et l'étude du testicule a montré qu'il y a des phénomènes inflammatoires très importants, très intenses, des apoptoses au niveau des tubes séminifères, et tous ces phénomènes inflammatoires peuvent expliquer les complications qui vont être observées sur le spermogramme de ces patients, puisque 25% des patients qui ont atteint de Covid présentent des anomalies de spermogramme. Ces anomalies touchent tous les paramètres du spermogramme, notamment la mobilité, les concentrations et la morphologie. Et on voit à travers ces études que cette étude donc, a comparé les concentrations de spermatozoïdes chez les patients Covid+, et les patients Covid-. On voit qu'il y a une nette diminution, et cette diminution elle est très importante, elle est significative. Et notre étude qui a essayé de comparer les paramètres spermiologiques entre un groupe de patients qui est atteint par Covid, mais qui n'a pas été hospitalisé, un deuxième groupe qui a nécessité une hospitalisation, et le troisième groupe qui a nécessité l'hospitalisation dans un milieu de réanimation, on voit qu'il y a une nette altération du spermogramme, notamment sur
sur le nombre de spermatozoïdes, sur la morphologie, sur la mobilité, et cette différence, elle est significative. Plus l'atteinte du Covid elle est sévère, plus les perturbations spermiologiques sont importantes. Et notre étude aussi, qui a comparé les anomalies du spermogramme entre un groupe Covid de plus, mais avec une atteinte modérée comparativement à un groupe atteint avec une atteinte légère, on voit qu'il y a une interaction beaucoup plus importante dans le groupe avec atteinte modérée et plus sévère par le Covid. Pour conclure, donc, concernant l'atteinte du Covid sur le spermogramme, on voit que les testicules, donc, ils expriment les récepteurs qui aident le Covid à coloniser les cellules du tractus génital des testicules, sans toutefois qu'on a pu isoler du Covid au niveau des testicules. Au niveau du spermogramme, du sperme, donc il n'y a pas de Covid, mais une dernière information, c'est que le spermogramme, on ne peut pas avoir, le Covid n'est pas une maladie sexuellement transmissible à travers le sperme. Quel est l'impact du Covid sur la testostérone, la sécrétion de la testostérone? Donc, il a été démontré que la testostérone elle augmente la surexpression des différents récepteurs au niveau des cellules hôtes, et par conséquent, on suppose qu'il va y avoir une atteinte beaucoup plus importante et grave par le Covid. La testostérone aussi, elle est responsable un faible taux de testostérone, il est responsable d'une activité immunosuppressive, et par conséquent, ça peut aggraver la maladie Covid, mais aussi le Covid, il est responsable par l'atteinte des cellules des tubes séminifères, des cellules de Sertoli par un hypogonadisme. Le sérum, donc l'auteur conclut que le sérum, le taux de testostérone dans le sérum a un rôle, il est corrélé avec l'atteinte du Covid. Mais un faible taux de testostérone aussi il est associé à une augmentation des formes pulmonaires graves et un recours souvent au milieu de réanimation. Quel est l'impact du Covid sur l'appareil génital basse féminine? Donc, il n'a pas été détecté, trouvé de Covid au niveau de l'appareil génital, au niveau du vagin. Quelques rares études nous ont rapporté des quelques rares cas. Quel est l'impact sur le haut appareil génital de l'infection Covid? Donc, on sait qu'au niveau du myomètre et l'utérus, donc il n'y a pas de surexpression de ces récepteurs qu'on a déjà cités, qui sont responsables de cette infection du Covid, mais toutefois, quelques récepteurs, quelques cas, ces récepteurs existent sur l'ovocyte, et ce qui veut dire que les ovocytes sont plus susceptibles à l'infection Covid. Donc, on passe à la fonction endocrine. Alors, l'infection Covid, elle altère la fonction endocrine par une action soit directe, soit à travers des phénomènes inflammatoires. Donc, elle va toucher l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'infection Covid aussi, elle va toucher la glande thyroïde. Elle est responsable des anomalies. Donc, chez une patiente qui est suivie pour infertilité ou en début de grossesse avec atteinte au Covid. Donc, il faut bien vérifier la fonction thyroïde. L'infection Covid aussi, elle est responsable d'une altération du cycle menstruel avec parfois un allongement du cycle, mais aussi avec des anomalies ou des ménométrorragies qui disparaissent quelques mois après. Quel est l'impact de l'infection Covid sur les embryons? Alors, il a été remarqué que les embryons expriment ces récepteurs ACE et TMPRS, ce qui veut dire que ces ovocytes sont plus susceptibles à l'infection Covid. Et c'est essentiellement les blastocystes qui sont susceptibles à cette infection Covid, puisqu'ils expriment plus ces deux types de récepteurs. Quel est l'impact de l'infection Covid sur la réserve ovarienne et la fonction folliculaire? Alors, n'a pas été démontré une altération de la fonction ovarienne endocrine, notamment en ce qui concerne le taux d'AMH, d'FSH, de LH et de l'œstradiol. Il n'y a pas une différence significative entre ces différents paramètres chez les patientes qui étaient atteintes par Covid et chez des patientes qui présentent une infertilité inexpliquée. Donc, on a dosé ces différents paramètres avant et après Covid, donc il n'y a pas de différence significative. Quel est l'impact du Covid sur les données de la PMA? Alors, il n'a pas été démontré une altération en ce qui concerne le nombre d'embryons, la qualité embryonnaire, le taux de grossesse biochimique ou le taux de grossesse clinique, mais aussi sur l'évolution des grossesses précoces.
Cependant, il a été remarqué qu'il y a un impact sur la qualité ovocytaire, puisque les ovocytes expriment plus ces récepteurs. Donc, on passe à la vaccination et l'impact de la vaccination sur la spermatogénèse et la réserve ovarienne et les données de la PMA. Alors, il n'a pas été démontré qu'il existe que la vaccination va altérer les paramètres du spermogramme. Il n'y a pas d'altération aussi du taux de AMH ou de compte folliculaire, du taux de estradiol. Il n'y a pas aussi une altération de la réponse au déclenchement par la CG. Parfois, on a remarqué une altération du cycle menstruel qui disparaît sous forme de métrorragie, qui disparaît après 1 ou 2 cycles après la guérison du Covid. Concernant le taux de grossesse, donc, il n'y a pas d'altération du taux de grossesse. Donc, pour conclure, il n'y a pas d'évidence négative de l'infection Covid sur les données de la PMA. Il n'y a pas d'altération de la fonction ovarienne, ni sur la folliculogénèse. Et ça n'altère pas les données de la PMA, les différents paramètres de la PMA. Je vous remercie. La deuxième. On enchaîne. Donc on enchaîne par la deuxième. Le deuxième, c'est un travail qui a été Donc la deuxième, c'était un travail qui a eu pour objectif de comparer le diostime, c'est-à-dire une double stimulation au cours du même cycle, par rapport à 2 stimulations conventionnelles sur 2 cycles différents. C'est un travail qui a été réalisé par Massin, c'est une étude multicentrique qui travaille au CHU de Créteil. Et l'auteur a commencé par rappeler que la réussite d'une FIV dépend essentiellement du nombre d'ovocytes. Plus on a d'ovocytes, plus on a d'embryons euploïdes. C'est pour cela, chez les patientes qui ont une mauvaise réponse, donc ils ont un faible taux de réussite. Deuxième point qu'il a rappelé, c'est qu'au cours des cycles menstruels, il y a plusieurs vagues qui vont entamer une croissance. Et les follicules qu'on va stimuler en début de cycle, ce sont des follicules qui ont entamé une croissance depuis au moins 120 jours. Et par conséquent, on peut stimuler au cours de la deuxième phase folliculaire. Deuxième point, qui a rappelé l'auteur, c'est que les ovocytes obtenus dans la phase lutéale sont comparables, ne présentent pas d'anomalie par rapport aux ovocytes récupérés au cours de la première phase folliculaire. D'où l'intérêt et l'importance de stimuler au cours de la deuxième phase folliculaire pour bénéficier de ces follicules. Deuxième point qui a été rapporté par l'auteur, c'est qu'au cours de la stimulation de la phase folliculaire, il y a des follicules qui vont être recrutés, des follicules qui vont subir une croissance, mais d'autres qui vont rester de petite taille. Et l'objectif de la stimulation au cours de la deuxième phase lutéale, c'est de récupérer ces follicules qui ont déjà entamé leur croissance, et comme ça, on va augmenter le nombre de follicules recueillis à la fin de la double stimulation, ce qui permet d'augmenter le nombre de grossesses. Alors, les deux questions qui ont été proposées par l'auteur, c'est de répondre à est-ce que la double stimulation permet d'avoir plus d'ovocytes. La deuxième question qu'ils ont essayé de répondre, est-ce que le diostime permet d'avoir une meilleure chance concernant le taux de grossesse après stimulation. Alors, à travers une étude randomisée, démarré en 2018 jusqu'à 2021. Alors, c'est une patiente, donc c'est un travail qui a été fait sur les mauvaises répondeuses. Les mauvaises répondeuses ont été sélectionnées selon les critères de Bologne. Alors, il y a les doubles stimulations, mais aussi la stimulation conventionnelle, sans entrer dans le détail. Alors, initialement, ils ont commencé par, il y avait 44 patientes sélectionnées dans les deux groupes de façon randomisée, mais il y a des perdus de vue ou des patientes qui sont tombées enceintes spontanément. Donc finalement, pour le premier cycle, il y a 39 patientes qui ont été proposées pour la double stimulation. Pour la stimulation conventionnelle, 41. Donc 40 qui ont été ponctionnés puisqu'on a perdu une patiente qui a ovulé prématurément. Pour les autres, 4 ont été exclus puisqu'il n'y a pas eu de réponse. Finalement, pour le deuxième cycle de stimulation, 20 dans le groupe de stimulation conventionnelle et 32 dans le groupe de stimulation, double stimulation. Alors,
La comparaison des caractéristiques générales des patients entre les deux groupes a montré qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes concernant l'âge, le BMI, la durée d'infertilité, le CFA, le compte folliculaire ventral, le taux basal d'affaissage, le taux d'estradiol et surtout de la massage. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Alors, concernant les ovocytes cumulés, le nombre d'ovocytes cumulés, donc il n'y a pas de différence entre les deux groupes, groupe Diostime, groupe double stimulation. Alors, premier résultat de cette étude concernant les résultats de ces stimulations, on a remarqué que concernant le nombre total d'ovocytes méta2, donc, il était presque pratiquement la même, donc il n'y a pas de différence significative. Par contre, concernant le nombre total d'embryons transférés, on remarque que le nombre était beaucoup plus important dans le groupe stimulation conventionnelle par rapport au groupe Diostime. La différence était significative. Même chose pour le nombre d'embryons transférés. Le pourcentage de transfert était 32% dans la stimulation conventionnelle contre 21% dans le Diostime. Et la différence était significative. De même, le taux de naissance vivante, le taux cumulatif de naissance vivante était plus important dans la stimulation conventionnelle par rapport à la double stimulation, à la stimulation. Voilà, dans le groupe, dans le bras stimulation conventionnelle, donc on a 9 grossesses dès la première stimulation et 3 naissances vivantes après la deuxième stimulation. Par contre, dans le groupe de stimulation, une seule naissance vivante après la première stimulation, deuxième, et 6 naissances vivantes dans le deuxième. Donc, il y a un avantage à la stimulation conventionnelle par rapport à la stimulation, à la double stimulation. Concernant les autres paramètres, donc il n'y a pas été démontré donc différence entre les deux groupes de stimulation. Pareil, concernant la double stimulation, donc le nombre d'ovocytes méta2 à la première stimulation, donc à la stimulation folliculaire par rapport à la stimulation lutéale, il n'y a pas de différence significative entre le nombre de stimulations. Donc première conclusion, donc le nombre total d'ovocytes est le même entre les deux stimulations, entre la stimulation conventionnelle et la double stimulation. Par contre, le nombre d'embryons transférés, on remarque qu'il y a une réduction de ce nombre d'embryons concernant la diostimulation, la double stimulation. Donc, deuxième conclusion apportée par l'auteur. Donc, la double stimulation, c'est toujours un sujet discuté dans la prise en charge des patientes mauvaises répondeuses. Le nombre d'ovocytes, c'est le même, mais le nombre d'embryons transférés est meilleur dans la stimulation conventionnelle. Et je vous remercie. Donc, vu l'heure tardive, je félicite d'abord Dr Maslouti pour la rapidité de sa présentation et l'excellence de sa communication. On va prendre une question dans la salle et après on va donner la parole au comité organisateur et au président de la STGO pour clôturer ces journées qui se sont très bien déroulées. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, s'il est dit. Alors, l'avantage de Steam, c'est vrai pour les mauvaises répondeuses. En plus, il n'y a pas de pic de LH, donc on n'a pas utilisé tout ce qui est inhibition d'un pic prématuré de LH. Alors, ce qu'on a constaté, en plus, on gagne du temps pour les malades qui ne sont pas de la Tunisie. Bon, vous avez dit que le conventionnel donne plus de résultats. Ce qu'on a constaté, c'est que pendant la première phase folliculaire, tu as 1 ou 2 follicules. Puis il reste 4 ou 5 ou 6 petits follicules de 5 à 8 mm. C'est là où vous allez booster leur croissance. Et ce qui s'explique par le travail qui a été fait, il y a une seule naissance vivante, puis il y a 7 ou 6 naissances vivantes. Fait deuxième. Donc c'est peut-être ça l'avantage de la Diostime. Oui, allez-y. Je confirme ce que tu dis, Hedi. Dans cette étude de Massin, on n'a pas vu la différence entre les femmes âgées et les femmes jeunes. Deuxièmement, comme il l'a bien dit, ça marche beaucoup mieux chez les femmes âgées plutôt que jeunes, parce que chez les femmes jeunes, même si tu as très peu d'ovocytes, c'est des ovocytes qui sont de bonne qualité, donc ça n'impacte pas le taux d'implantation et le taux de naissance, alors que chez la femme âgée, c'est là où il y a une différence.
Et c'est là où réside l'intérêt de cette duostime, mais il faut savoir aussi sélectionner parmi ces femmes âgées celles qui sont éligibles d'une duostime. Il ne faut pas faire la duostime de façon systématique. Et le premier critère qui ressort, puisqu'il y a maintenant, il faut plusieurs études, ce n'est qu'au début, c'est la persistance de ces petits follicules-là qu'on voit le jour de la ponction. Et s'il y a persistance de petits follicules, là, on sait qu'il y a une deuxième vague qui va arriver et on va la booster. Ouais. Tout à fait. En plus, paraît-il que les embryons de la deuxième phase, l'UTL, sont plus euploïdes que les embryons de la première phase. C'est ce qui est dit dans les articles. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hein? Bon, on va arrêter. On va laisser la clôture de ces journées. Merci, Sima. Et à bientôt. Merci tout le monde. Donc, je vais commencer par remercier tout le monde qui sont restés ici jusqu'à cette heure tardive de dimanche. Je remercie nos amis, les orateurs qui ont assuré et qui ont répondu à notre demande d'assurer les conférences et le groupe de travail de médecine de la reproduction de la STGO qui a travaillé, qui a concocté ce programme en collaboration avec l'ATME. Je remercie les modérateurs qui ont répondu et sont présents, sans oublier de remercier les sponsors, les gold sponsors qui ont assuré des samples de qualité, 3 samples, hier 2 samples Merck et IPSA, et aujourd'hui avec Ferring. Je remercie qui sont chanceux et heureux d'être ici. Je remercie l'événementiel Mice Travel et surtout Sonia qui fait du beau travail. Donc, voilà. Donc, nous sommes ouverts à toutes vos suggestions pour améliorer. J'espère qu'on a réussi ces deuxièmes journées de médecine de la reproduction pour persévérer et améliorer la qualité. Merci. Déjà, on est ouvert à toutes les suggestions. Donc, on se donne rendez-vous le 3, 4, 5 novembre pour le congrès national qui sera à l'hôtel Laito. Et bon dimanche, bon retour chez vous. Merci.